20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Des voix discordantes s'élèvent au sein du Parti démocratique sénégalais après le meeting du 21 novembre dernier. Serigne Mbacké désapprouve les méthodes du pape du Sopi. Ses autres frères de parti qui se réunissaient au même moment assimilent leur manifestation à un grand succès. Sortie au vitriol des avocats de Karim Wade à travers une missive adressée au chef d'État et secrétaire général de l'OIF, ils dénoncent le procès du fils de Wade qu'il qualifie de politique orchestrée par Macky Sall et son régime. La NPS a publié les noms des meilleurs sportifs de l'année 2014. Sadio Mané, meilleur footballeur. Ibrahima Diop, meilleur joueur local. Gorgui Sy-Dieng, meilleur sportif. Et Bombardier, meilleur lutteur sont les lauréats de cette édition. Et puis la rubrique politique de ce mercredi s'intéresse au pape du Sopi, Maître Abdoulaye Wade, un homme qui ne s'est jamais départi de son manteau d'opposant. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir Léa, bonsoir. Bonsoir, des voix discordantes s'élèvent au sein du Parti démocratique sénégalais. Serigne Mbacké se démarque des méthodes de Maître Abdoulaye Wade. Il se dit opposé aux méthodes de son parti, notamment en ce qui concerne l'ultimatum de 72 heures fixé par Maître Abdoulaye Wade et qu'il juge antidémocratique. Quant au limogeage du procureur Alioune Ndao, Serigne Mbacké estime que la théorie selon laquelle c'était pour éviter la convocation de 8 responsables libéraux est plus que probable puisqu'il n'y a eu aucun démenti. Nous y reviendrons en fin d'édition. Et puis conférence de presse du PDS et de ses alliés pour faire le bilan du meeting du 21 novembre. Une réussite selon de nombreux libéraux. Quant au désaccord de certains membres du parti, Omar Sarr minimise la chose et affirme que cela arrive dans tous les partis politiques. Nous y reviendrons également dans un instant, cher Tidiane. Là, Léa, la sortie des avocats de Karim Wade, ils ont vilipendé Macky Sall et son gouvernement. Ils l'ont fait à travers une missive à l'endroit du secrétaire général de la francophonie et des chefs d'État membres également. C'est pour dénoncer ce procès qu'il qualifie de politique. Salimata Aou nous fait le point sur les grands axes de cette lettre. C'est dans une lettre ouverte au chef d'État et au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie que les avocats de Karim Wade ont tenu à préciser que des valeurs sont écornées au Sénégal. Toujours dans la lettre, les avocats ont accusé les autorités de mettre en œuvre des procédures judiciaires inspirées par des considérations de politique politicienne. Sur ce, ils ont cité le cas de Karim Wade devant la CREI, non sans crier l'inégalité de cette cour qui, selon eux, ne garantit pas le droit à un procès équitable. Pour ce qui est des preuves, les avocats affirment qu'aucun commencement de preuve n'a été apporté ni au Sénégal ni à l'étranger, mais aussi qu'aucun fait de corruption, de détournement, de deniers publics, de concussion ou autre ne lui a été reproché, ce qui démontre, selon eux, la meilleure preuve de ce complot politique et du caractère infondé des poursuites intentées contre leurs clients. Selon eux, l'unique objectif poursuivi par les autorités est d'infliger une peine privative des libertés dans le but d'empêcher leurs clients de se présenter à la prochaine présidentielle. Le limogeage en pleine audience d'Alioune Ndao, un fait qualifié de grave dans la lettre des avocats. Ces avocats, justement, ont conclu qu'au Sénégal, c'est le respect de l'état de droit qui est aujourd'hui mis en cause et que l'avenir de la démocratie et des libertés publiques est en péril. Et cette lettre des avocats de Karim Wade a fait les choux gras de la presse ce matin. Une vraie campagne de communication et une entreprise d'internationalisation de l'affaire Karim Wade qui peuvent être payantes selon les avocats de ce dernier et vouées à l'échec de l'avis de certains observateurs. Adi Atala et Modou Diop. La campagne de dénonciation et de dénigrement de la CREI par les avocats de Karim Wade se poursuit. Ils viennent d'adresser une correspondance aux chefs d'État et de gouvernement participant au sommet de la francophonie. Et c'est de bonne guerre selon Maître Mohamed Seydou Diagne. Nous sommes en droit d'informer la communauté internationale des graves violations de ses droits dans le seul but, dans le seul dessein de l'empêcher de compétir. Les avocats de Karim Wade jouent leur batou, ils jouent leur rôle parce qu'ils veulent sauver la tête de leurs clients. À la vérité, dans cette affaire, moi je qualifie cette démarche de
manque de sérénité. De l'avis du journaliste Papa Amadou Fall, l'entreprise n'est que vaine. Ce ne sont pas peut-être ces revendications ou ces sorties des avocats de Karim Wade qui peuvent véritablement flouter l'image du Sénégal. Ceci ne peut pas prospérer parce que le Sénégal a une belle image à travers le monde. C'est un pays de démocratie. C'est quelque chose qui a eu un retentissement international. Et si vous voyez les nombreuses réactions que ça suscite depuis quelques heures. Maître Ciré Clédor-Ly déclare ne pas être au courant des correspondances dont il ignore le contenu. Son confrère affirme le contraire et rassure. Vous avez la lettre, elle est signée par Maître Jean-René Fartois, Michel Bâtonnier, Pierre-Olivier Sur, Maître Demba Ciré Bathily et moi-même. Elle n'est pas signée par les 12 avocats qui aujourd'hui défendent Karim Wade. Après la CEDEAO, les avocats de Karim Wade jettent leur dévolu sur la francophonie et envisagent d'autres actions pour tirer leurs clients des mailles de la justice. Hadi Attala, merci. Intéressons-nous à présent au vote du budget à l'Assemblée nationale en exercice symbolique dans un pays de démocratie. Les plénières se succèdent et se ressemblent. Les documents budgétaires entrent à l'Assemblée nationale et en ressortent intacts selon Aliousso. L'ancien ministre des collectivités locales prône un changement dans la manière de voter un budget au Sénégal. Fatima Taba et Ibou Sissé. Des ministres qui défendent leur budget à l'Assemblée nationale, cela se fait depuis des décennies. Des plénières qui se succèdent et se ressemblent selon cet ancien ministre. L'ensemble des recettes et dépenses sont mobilisées, exécutées au nom du peuple, pour le peuple et normalement par le peuple. Il est important donc naturellement dans une démocratie et dans une dynamique de bonne gouvernance de faire adopter, valider par le peuple, en dépit de la longueur des discussions, du passage des ministres, c'est toute une mise en scène qui met en haleine tout le pays. Les documents budgétaires entrent et sortent, entrent à l'Assemblée nationale, en sort en l'état, sans une virgule qui change. Le budget, une fois voté devant les parlementaires, est utilisé pour dérouler les programmes annuels d'un ministère. La qualité de leadership du ministre et ses collaborateurs, leur courtoisie, leur approche diplomatique dans la gestion interne des relations des acteurs de l'administration aide un peu à mobiliser les ressources et à exécuter les programmes pour lesquels le budget a été voté, ce qui nous permet d'éviter des reports budgétaires. Des plénières qui durent des heures avec à chaque fois les mêmes discours, cet ancien ministre ne le cautionne plus. Il appelle à une réforme dans la manière de voter un budget. Je pense qu'il y a aussi des réformes à faire. Parce que les ministres passent d'abord en commission des finances, ils passent en commission des finances, ils passent en commission technique avant de venir à la plénière. Les discussions en commission des finances, en commission technique sont presque les mêmes. C'est la même chose aussi qui revient à la plénière. On peut alléger cela. C'était encore plus compliqué lorsqu'on avait un Sénat. Le marathon budgétaire pour cette année a donc démarré. Les différents ministères devront se partager plus de 2800 milliards le budget total. La répartition et la gestion du budget, un éternel problème et souvent toutes les préoccupations sont prises en compte avant son vote. Et de l'avis de l'économiste Babacar Diouf, les imprévus pèsent, ce qui rend la tâche difficile parce qu'il faut prioriser. Il invite le gouvernement à mettre en place un comité de suivi et de contrôle pour une meilleure gestion. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Ibou Sissé l'ont rencontré. Le budget est épuisé. Nous avons l'habitude d'entendre cette explication, un argument recevable pour l'économiste Babacar Diouf. Pour le comprendre, il faut toujours ramener l'État qui est un agent commercial à un individu. Il vous arrive de prévoir quelque chose, éventuellement pour préparer un thieboudienne, vous avez un budget, vous vous rendez compte à l'achat que ça ne peut pas effectivement assurer toutes les dépenses pour les condiments. Vous vous réajustez. Les mairies vivent en permanence ce déficit, des imprévus qu'il faudra ménager. C'est quelque part un ensemble incommensurable de besoins et des moyens limités. Donc il faut un arbitrage. Ebola est une situation qui était imprévisible, qui est arrivée et qui va porter un coup dur à l'économie. Ça se ressent dans les recettes.
Et comme tel, il y a des parties qui étaient prévues pour être dépensées, mais quand on n'a pas la recette, il faut un réajustement. Pour une meilleure gestion du budget, l'économiste propose un suivi annuel. On aurait dû, après l'exécution, retourner à l'Assemblée nationale pour dire sur ce que vous nous aviez autorisé à faire, voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce que nous n'avons pas pu faire. Voilà, mais malheureusement, cette dimension contrôle ne se fait pas. La répartition du budget demeure une problématique. Le budget d'investissement consolidé, destiné aux questions précises, gère à la fois les imprévus, ce qui complique la donne. Parlons à présent de la réforme foncière initiée par les pouvoirs publics. Des organisations paysannes telles que le cadre national de concertation des ruraux et l'initiative prospective agricole rurale ont échangé avec des experts. Cette initiative, Léa, s'inscrit dans le cadre d'une bonne maîtrise des tenants et aboutissants de cette réforme. Le directeur du foncier estime que les enjeux d'une telle réforme reposent sur la maîtrise de l'espace, la maîtrise de l'outil et celle de l'information. Plus de détails dans ce reportage signé Kodenyaï et Mohamed Dia. La réforme foncière préoccupe le cadre national de concertation des ruraux et autres organisations paysannes. Pour une bonne maîtrise de cette réforme, les leaders de ces organisations ont fait appel à des experts en la matière. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager avec des experts fonciers tout ce qu'il y a comme problème ou tout ce qu'il y a comme avantage à avancer dans la question foncière. Le directeur du foncier revient sur les enjeux de la réforme foncière au Sénégal. La note d'orientation qui a été produite par cette commission envisage plusieurs options. Mais ce que je pense, c'est que l'option qui doit être retenue pour aller vers ces droits réels doit être une option qui réduit les procédures. Parce que la procédure actuelle de transfert de droits réels aux collectivités locales est une procédure qui est très longue, avec plusieurs étapes. C'est aussi une procédure qui est très onéreuse. Il nous faut des piliers de cette réforme. Sur quoi repose fondamentalement cette réforme? Et nous pensons, d'après ce qu'on a fait comme recherche, d'après aussi les expériences de terrain qu'on a, il y a 3 axes essentiels sur lesquels cette réforme doit réfléchir. C'est d'abord quel outil pour la sécurité foncière des occupants, quel outil pour maîtriser l'espace foncier, comment aussi les acteurs vont être organisés, quelles vont être leurs compétences, qu'est-ce qu'on doit faire pour les amener à une bonne gestion, à une bonne gouvernance du foncier. Impliquer les populations dans la mise en œuvre de la réforme foncière, tel est le souhait des leaders des organisations paysannes. Ces leaders plaident pour une bonne formation des acteurs, gage d'une bonne gouvernance foncière au Sénégal. La cérémonie d'ouverture du Gorée Diaspora Festival a vécu une cérémonie riche en couleurs avec la présence des ministres de la Culture du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du ministre de la Jeunesse du Niger. Permettre aux citoyens d'Afrique d'exprimer leur diversité culturelle, telle est la vocation du festival. Au programme des ateliers d'initiation à la musique et des concerts. Lors de la cérémonie d'ouverture, la plaque de l'école William Ponty a également été dévoilée. Bintouloum et Masser Ndiaye. Des couleurs chatoyantes, traditions et culture exhibées, grande mobilisation, les hôtes venus assister au lancement du Gorée Diaspora Festival ont été accueillis dans la ferveur. Gorée, une île pas seulement sénégalaise, mais bien africaine. Pour ces ministres venus de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, venir sur l'île de Gorée, c'est saluer son histoire. C'est avec un grand plaisir que nous avons accepté de venir découvrir une énième fois l'île de Gorée. Et le festival qui est organisé est une occasion de célébrer ce passé et préparer un avenir radieux. Ici, nous avons participé à plusieurs cérémonies, dont la découverte de la plaque commémorative de l'école William Ponty.
Le Gorée Diaspora Festival se veut au-delà des festivités, un cadre de réflexion. Un programme riche et varié marquera cette 7e édition. Beaucoup d'événements seront axés sur la francophonie et on a parlé de la thématique du samedi prochain, dédiée donc à une conférence de 400 jeunes venant d'horizons divers avec un déjeuner Sargal Abdou Diouf et Léopold Senghor. Ce sera l'occasion de revisiter les œuvres de Senghor. Le Gorée Diaspora Festival se tient en marge du sommet de la francophonie. Plusieurs pères fondateurs de cette organisation seront honorés lors des différentes activités organisées dans la diversité. Voilà, merci Bintouloum Léa. Donc, vous l'aviez annoncé en début d'édition. Je pense que l'élément est prêt. Des voix discordantes qui s'élèvent au sein du Parti démocratique sénégalais. Serigne Mbacké Ndiaye se démarque des propos ou bien des méthodes de Maître Abdoulaye Wade. Exactement, cher Tidiane. Il se dit opposé aux méthodes de son parti, notamment en ce qui concerne l'ultimatum de 72 heures fixé par Maître Abdoulaye Wade et qu'il juge antidémocratique. Quant au limogeage du procureur Alioune Ndao, Serigne Mbacké Ndiaye estime que la théorie selon laquelle c'était pour éviter la convocation des 8 responsables libéraux est plus que probable puisqu'il n'y a eu aucun démenti. C'est un reportage signé Makital et Younous Diatta. Serigne Mbacké Ndiaye s'oppose à certaines résolutions du PDS. L'ancien porte-parole de Maître Abdoulaye Wade déclare se focaliser uniquement sur la libération de Karim Wade et pas autre chose. Mon combat aujourd'hui, c'est d'abord de se battre pour arriver à la libération du frère Karim Wade et des autres frères qui sont détenus en prison. Suivant la méthode qui est la mienne. Mais ma méthode à moi, ce n'est pas de demander la démission aujourd'hui du président Macky Sall. Face à l'ultimatum fixé par le secrétaire général national du PDS au chef de l'État, Serigne Mbacké Ndiaye déclare que cette voie n'est pas la sienne. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, moi en tout cas, à l'état actuel de mes informations, je ne suis pas sûr d'avoir les moyens d'un affrontement pour pouvoir me permettre de régler un certain nombre de problèmes. La seule voie qui s'offre à moi, c'est la voie intelligente, je crois, de la sérénité, de la sagesse. Le limogeage récent de l'ancien procureur général Alioune Ndao n'a pas été en reste. Selon lui, les rumeurs fondées sur cette décision sont bien réelles. Si on se réfère en tout cas au compte rendu fait par la presse, qui n'a pas été démenti jusqu'au moment où nous parlons, l'ancien procureur spécial Alioune Ndao a été limogé parce qu'il a voulu faire arrêter certains leaders de l'ancien régime. On en a cité 8. Et je le dis encore une fois, ça n'a pas été démenti jusqu'au moment où nous parlons. Puisque ça n'a pas été démenti, je considère que c'est la réalité. Je rends hommage au président de la République qui a pris de ce point de vue-là les mesures qu'il fallait prendre. Un retour, celui de l'ancien président, un meeting de toutes les polémiques, l'avenir du PDS est au cœur des débats. Une sortie qui risque de bouleverser un peu plus un parti déjà fragilisé. Serigne Mbacké Ndiaye estime qu'une bonne partie des militants partagent ses idées. Et nous vous en parlions également en début de journal, conférence de presse du PDS et de ses alliés pour faire le point sur le meeting du 21 novembre dernier. Une réussite selon de nombreux libéraux et quant au désaccord de certains membres du parti, Omar Sarr minimise la chose et affirme que cela arrive dans tous les partis politiques. Bintouloum et Adam Agaï. Le PDS risque-t-il de voler en éclats suite à la division notée après le meeting du Front patriotique pour la défense de la République? Non aux yeux de son coordonnateur national. Donc le discours du président était attendu. Pratiquement tous les responsables avec qui j'ai discuté sont d'accord avec le ton et le contenu de ce discours-là. Maintenant, sur un point particulier, il se peut que tel ou tel responsable ne soit pas d'accord, mais ça c'est tout à fait normal. Dans un parti de masse comme le PDS, il ne peut pas y avoir d'unanimité sur toutes les questions. Donc, mais je suis certain même que les personnes qui sont en désaccord sur tel point du discours, ces personnes-là sont prêtes à mourir pour le secrétaire général national. Selon certains observateurs, le PDS s'est approprié la réussite du meeting du 21 novembre. Omar Sarr dément et apporte des précisions. Nous savons bien qu'il s'agit d'un fond. Le PDS joue un rôle particulier. C'est le principal parti
du front, mais il n'est pas le seul parti. Aujourd'hui, il y a pratiquement une trentaine de partis, d'organisations syndicales, de mouvements divers. Tout le monde ne peut pas parler, mais nous savons que le succès est vraiment le succès du front dans son ensemble. Les libéraux exigent la lumière sur l'affaire ArcelorMittal et demandent des poursuites pénales à l'encontre de Aliou Sall sur l'affaire Petrotim. Le fer, ArcelorMittal, est la question du pétrole avec Petrotim. Donc, nous avons décidé de saisir l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une commission d'enquête là-dessus, parce que nous estimons que tout n'est pas clair sur ce dossier. Le Front démocratique pour la défense de la République a jugé satisfaisant le meeting, mais aussi le discours du président Abdoulaye Wade. Leur seul combat à présent est de chasser le président Macky Sall du pouvoir. Parlons à présent des plaques d'immatriculation. Ils sont de différentes couleurs, chacune a une signification. Seule la carte grise permet son obtention. Certains préfèrent mettre leur nom ou une photo. Un acte puni par la loi, nous dit notre reporter Pape Faraning. Elles sont de toutes couleurs, bleu, verte ou rouge. Les plaques d'immatriculation sont fixées en avant et à l'arrière d'une voiture pour les identifier. Mais l'obtention de cette plaque relève d'une certaine rigueur. Le propriétaire du véhicule va au niveau des impôts et douanes pour payer les taxes afférentes à l'immatriculation du véhicule. Et à la fin de ce processus, on lui donne un certificat de dépôt qui sert de carte grise provisoire, le temps que la carte grise soit signée par le chef de service. Ces différentes couleurs ont chacune une signification et toutes les voitures non immatriculées encourent une sanction. Vert jaune, ça veut dire corps diplomatique. Ouais, le bleu blanc, c'est pour DK ou bien SL. Ouais, ça, c'est des chevrons de signalisation. Uniquement pour les gros porteurs, les camionnettes et certaines aussi voitures qui font le transport la nuit. Ouais, c'est une infraction parce qu'un véhicule doit être identifié à travers sa plaque. Parce qu'il n'a pas de plaque, s'il fait une infraction, on peut identifier le propriétaire du véhicule. Pour l'instant, il n'y a pas un fabricant agréé. N'empêche, beaucoup de locaux s'activent dans ce secteur. On a des chiffres de 0 à 9 et des lettres A, B, C jusqu'à fin quoi. Bon, des fois ça marche, ça varie. Bon, quand même on parvient à gagner notre gagne-pain quoi. Je ne dis pas qu'il y a des gens agréés, mais il y a des gars qui font les plaques. Mais les plaques, ils ont une dimension standard. Donc eux, ils sont habilités à faire les plaques. En plus de ces plaques en couleur, certains préfèrent mettre une photo ou leur nom, une chose interdite par la loi. La francophonie rime avec langue nationale. C'est du moins l'avis du professeur d'université Aline Gonesek. Selon lui, il est indispensable de s'appuyer sur les langues nationales pour arriver en partenariat dynamique et permettre la promotion et l'utilisation de ces langues dans le système éducatif. Nos reporters Aïssatou Païfal et Mardien l'ont rencontré. Francophonie et langue nationale, un partenariat dynamique, peut être même un concept. Ces universitaires s'inscrivent dans cette logique de promotion des langues nationales pour une meilleure assimilation de la langue française. Non, il n'y a pas de confrontation. Et depuis un certain temps, le concept de partenariat a été développé entre les langues et l'OIF et la francophonie se placent dans le cadre du partenariat entre les langues nationales et le français. Des stratégies mises en place, l'introduction progressive de l'enseignement bilingue visé. C'est mis en pratique dans différentes expérimentations. Il y a eu l'expérimentation des classes télévisuelles de 1978, des classes non télévisuelles de 1979 qui ont été stoppées net pour des soucis financiers. Il y a eu l'expérimentation de 2002-2008 et actuellement, il y a des ONG qui déroulent des expérimentations et il y a également le projet Elan. Le problème, c'est la mise à l'échelle de ces différentes expérimentations et je crois que le ministère est en train de réfléchir sur cette mise à l'échelle. À ce stade, le concept de francophonie sera-t-il toujours d'actualité? Les langues nationales ont besoin, à l'heure où nous sommes, de s'appuyer sur une langue internationale qui est le français. Qu'en fait, au Sénégal, nous ne vivons pas réellement la francophonie, mais il y a quand même un sentiment de francophilie qui existe.
Beaucoup de structures travaillent à l'application de ce projet, aboutir à la valorisation des langues nationales et à leur insertion dans le système éducatif. Le dossier politique du mercredi s'intéresse au pape du SOPI. Des observateurs de la scène politique se penchent sur cet ancien chef d'État qui ne s'est jamais départi de son manteau d'opposant. Aujourd'hui, ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade se démarque de ses prédécesseurs, connus pour ne pas se prononcer ou presque sur la gestion actuelle du pouvoir. Pour ces raisons, Yorodia et Serine Saliou Samb le considèrent comme un éternel opposant. C'est le dossier du jour, il est signé Kodendiaï et Aliou Diagne. Je suis sûr que je suis dans le cœur de presque tous les Sénégalais. Je dis presque. Personnage mitigé, haï par certains et adulé par d'autres, Abdoulaye Wade occupe encore le devant de la scène politique sénégalaise. L'ancien président de la République est dépeint comme un éternel opposant par certains analystes politiques. C'est un bretteur, un bagarreur, un combattant qui ne peut pas changer de comportement. Au temps du Parti socialiste, il faisait tout pour déstabiliser, acculer, à la limite diaboliser son adversaire. Autant aujourd'hui, avec Macky Sall, il arbore les mêmes habits et tient le même discours. C'est la scandalisation, Wade c'est le discours incendiaire, pour toujours arriver à ses fins, comme Machiavel, chez lui, tous les jours, la fin justifie les moyens. Même quand il était au pouvoir, Wade se comportait en opposant. Wade a été opposant de Diouf, Wade a été opposant de Senghor, Wade a été président de la République du Sénégal pendant 12 ans et il se comportait encore comme un opposant, liberté de ton, gesticulation, agitation. Et aujourd'hui, il devient opposant de Macky. À la différence de Diouf et de Senghor, Wade s'implique dans la gouvernance de son successeur, une situation qui s'explique, selon Serine Saliou Samb, par une différence de style. On ne peut pas comparer Abdou Diouf, Senghor et Abdoulaye Wade. Les hommes ne sont pas les mêmes, les discours ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes, les tempéraments et les trajectoires ne sont pas les mêmes. Si je prends l'exemple de Senghor et de Diouf, mais vous vous souvenez, quand ils ont perdu le pouvoir, Diouf et Senghor ont pris le retraite politique. Tout le contraire d'Abdoulaye Wade. Si vous vous souvenez, quand il a perdu le pouvoir, le lendemain, il a tenu un meeting, c'est-à-dire un congrès au CICES, pour remobiliser ses troupes et dire qu'il a été combattu par l'étranger, mais qu'il restera au Sénégal. Qu'est-ce qui fait courir le pape du SOPI avec ses sorties incendiaires? L'une des principales raisons reste la sortie de prison de son fils Karim Wade, selon nos interlocuteurs. Un autre fait qui fait qu'Abdoulaye Wade ne peut pas, du jour au lendemain, s'effacer de la scène politique, c'est que son fils est actuellement dans les liens de la détention, en grande partie à cause de son père. Tout ce qui intéresse Wade, c'est créer un rapport de force politique favorable pour éventuellement négocier la libération de son fils. Wade est convaincu que l'arrestation de son fils est politique, donc ce n'est pas une affaire judiciaire, ce n'est pas une affaire de la justice, c'est une affaire politique et les conflits politiques se règlent politiquement. 2 ans après avoir perdu le pouvoir, Abdoulaye Wade est considéré par certains comme le leader incontesté de l'opposition. Toutefois, ses agissements sont motivés par la libération de son fils Karim Wade. C'est parti pour la page des sports. La NPS a rendu son verdict. Sadio Mané, meilleur footballeur, Gorgui Sidian, meilleur sportif de l'année. Et ce n'est pas tout. Nos reporters Chartidian John et Diafaraba ont assisté au dépouillement dans les locaux de Walfadjri. Le jury de l'ANPS a attribué 4 récompenses aux meilleurs sportifs de nationalité sénégalaise. Une distinction réservée aux sportifs qui ont marqué la précédente saison 2013-2014. Vous les connaissez, il n'y a pas eu de grande surprise. Je pense que les 4 sportifs qui ont été désignés par l'ensemble de la presse sportive méritent amplement le titre qui leur sera attribué donc le 21 décembre au Grand Théâtre. L'innovation majeure cette année, c'est que au lieu de proposer aux rédactions sportives 5 noms, nous leur avons proposé 3 noms. Pour une parfaite réussite de la 14e édition de la soirée de gala de l'ANPS, le doyen Koumé précise que de nombreuses stratégies sont mises en branle. Quand on fait une organisation de ce genre, il faut débloquer des moyens, toute une organisation pour trouver des sponsors, pour trouver des mécènes. Ce que nous faisons, c'est une œuvre de service public. Parce que désigner les meilleurs sportifs sénégalais et les récompenser, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dedans. Le gala coûte
à peu près 20 millions. Il faut louer la salle, il faut acheter les trophées, il faut organiser un tas de choses. Voilà. Le rendez-vous du 21 juin est parrainé au doyen Maguette Diack, un choix qui n'est ni fortuit ni gratuit, soutient le patron des journalistes sportifs sénégalais. Maguette Diack, c'est le frère aîné du président Lamine Diack. C'est quelqu'un qui a apporté une contribution très importante à notre football, d'abord avant l'indépendance, ensuite au niveau du foyer et au niveau du Jaraaf. Le comité Viva Bokandé a présenté une nouvelle chanson dédiée à Jules François Bokandé. Ce comité regroupe des journalistes, des artistes, des producteurs et des hommes de culture. Ils ont réuni 23 artistes sénégalais pour rendre un vibrant hommage à celui qui fut le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Compte rendu, Mamadou Ndiaye et Aliou Diagne. 23 artistes sénégalais unissent leur voix pour rendre hommage à Jules François Bokandé, celui qui fut le premier meilleur buteur sénégalais du championnat français en 1986. C'est tout simplement la restauration de l'histoire. Parce que quelqu'un comme Bokandé ne doit pas rester dans les oublis. D'autant plus que c'est quelqu'un qui a contribué au rayonnement du Sénégal, a donné une image positive du Sénégal. Mais aussi c'est quelqu'un qui a fait rêver tous les Sénégalais. C'était pour rendre hommage à mon héros, quelqu'un qui m'a fait rêver quand j'étais petite. La date choisie du lancement de cette chanson n'est pas un hasard, car Jules François Bokandé est né le 25 novembre 1958. Aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire. Nous nous souvenons de lui dans la tristesse, mais aussi par le fait du devoir accompli en mettant ce clip et cette chanson à disposition de tout Sénégalais, de tout Africain et du monde entier. En présence des membres de sa famille, son oncle se réjouit de l'initiative. Nous sommes pleins d'émotions, ça c'est la première des choses. Bon, on ne va pas pleurer comme sa sœur, mais dites-vous qu'on est vraiment plein d'émotions. Et en même temps, on est plein de reconnaissance pour des gens qui ont donc décidé de se rappeler de lui. Et comme je le disais tout à l'heure, sans vraiment un intérêt monétaire là-dessus. 23 artistes. Le chiffre 23 correspond au nombre de buts qui ont valu à Bokandé le titre de premier meilleur buteur sénégalais en France, selon les initiateurs. Essa May, comme on le surnommait, est décédé le 7 mai 2012. La région de Tamba souhaite mettre sur pied un club de football. Une annonce faite par Bakary Sayarou, l'ancien directeur du stade Léopold Sédar Senghor. Il précise que la réflexion est lancée. Ainsi, tous les ressortissants du Sénégal oriental sont invités à adhérer à ce projet. Je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione et Yaya Diallo. Oui, nous souhaitons être dans l'élite parce que c'est ça notre objectif, c'est être dans l'élite, être parmi les meilleurs. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir de manière informelle avec certains acteurs pour voir est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un club de ville en place après le club de ville pour qu'il y ait d'autres clubs à côté, des clubs amateurs qui peuvent servir de réservoir au club de ville. La réflexion est lancée, nous lui avons fait des propositions pour la formation et le recrutement d'animateurs sportifs pour que dans les quartiers, la petite catégorie soit prise en compte. Pour les infrastructures aussi, nous allons faire des propositions aux collectivités locales et voir ce que le ministère peut apporter pour que nous ayons même des infrastructures sommaires, des terrains avec des poteaux de but, avec des filets ou des plateaux multifonctionnels pour que les jeunes puissent s'entraîner sur ces aires de jeu-là. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci Cheikh Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme accompagné de la TFM. Au revoir.